Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes, ravi de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence de votre cours de gestion des ressources humaines. Alors, durant les deux dernières séances, nous avons essayé de présenter les fondements de la GRH et plus particulièrement, nous avons traité l'approche classique représentée principalement par l'approche taylorienne. Après, on est passé par la deuxième approche relative à l'école des relations humaines, donc c'est l'approche, si vous voulez dire, sociale. Après, nous avons présenté l'approche, bien sûr, des systèmes et des acteurs disons, de Mintzberg. Et aujourd'hui, nous allons enchaîner avec les autres fondements de la fonction GRH. Et on va commencer par l'approche par la culture. Alors, comme vous le savez, la culture, c'est un concept qui est très important dans les organisations, puisque les individus et les groupes d'individus, ils appartiennent à une culture, peut-être, ils ont une culture, une identification culturelle individuelle, une culture familiale, une culture régionale, une culture nationale, etc., etc. Et du coup, cette culture, il va impacter les pratiques de la GRH puisqu'il touche le facteur humain. Donc ça, c'est en fait l'approche par la culture, c'est une approche relativement récente par rapport aux autres approches, surtout qu'à partir des années 70, on a assisté, par exemple, disons, à l'internationalisation des entreprises, au phénomène des multinationales. Et il y a lieu donc de parler des ouvriers et expatriés, donc, etc., etc. Et donc, de plus en plus, on a affaire avec des équipes multiculturelles. Alors, c'est quoi la culture? Alors, en organisation et en management, la culture, c'est l'ensemble des valeurs partagées, les rituels, les mythes, les valeurs, les symboles, les héros et l'histoire de l'organisation. Ça, c'est en fait une définition de Thévenet, qui est parmi les auteurs, les spécialistes de la culture d'entreprise. Aussi, on peut dire que la culture d'entreprise correspond à l'ensemble des activités, des règles de fonctionnement qui sont communs au groupe social qui compose l'organisation dans son ensemble. Ça veut dire que ce sont des éléments partagés par un même groupe de personnes et qui les distinguent d'autres groupes, bien sûr, sociaux. Aussi, si j'ai, par exemple, à présenter un peu les composantes de la culture organisationnelle, alors en se référant à Citeaux, alors on peut présenter trois composantes et trois caractéristiques. D'une part, on peut dire que disons, la culture d'entreprise est un système composite. Il est fait de multiples éléments qui fondent la vie et fonctionnement d'un groupe social et productif. Par exemple, les idées, les valeurs, les rôles, les codes, objectifs, les procédures, les règles qui sont propres à une entreprise. Donc, du coup, on peut dire que chaque organisation a ses principales caractéristiques culturelles. Je peux donner un exemple, par exemple, la question, par exemple, des valeurs. Chaque entreprise, a sa propre valeur. Alors, les valeurs, ils peuvent être liées à la religion, ils peuvent être, par exemple, liées à la compétitivité, ils peuvent être liés, par exemple, à la société. Donc, chaque entreprise, a une mission, c'est-à-dire une raison d'être, basée fondamentalement sur quelques valeurs. Par exemple, les tabous. Les tabous, par exemple, pour certaines entreprises, ça peut être un échec qu'a connu l'entreprise auparavant et que c'est interdit, par exemple, de rafraîchir la mémoire ou bien de parler de ce sujet, par exemple, au niveau de l'organisation. Aussi, deuxième caractéristique, c'est un système symbolique. Qui alimente les illusions, les croyances dont le groupe entreprise a besoin pour construire ses idéaux et donner un sens
autre qu'économique a son accent. Donc l'accent n'est pas confiné au côté économique, mais par exemple, il est rattaché par exemple à des phénomènes comme le courage, comme par exemple la loyauté, comme donc des concepts bien sûr qui sont véhiculés peut-être à travers par exemple des personnalités appelées comme des héros, ou bien des héros, je m'excuse pour le thème, des héros, et ce sont des personnalités qui disposent de certaines qualités sollicitées par les membres de l'organisation. Troisième caractéristique, la culture d'entreprise, c'est un système effectif, producteur et produit dont le management se nourrit au risque d'une confiscation à un seul profit pour souligner ce qu'il y a de commun à tous les membres d'une entreprise, donc comme si la culture, elle permet en fait d'unifier les comportements, il permet de faire converger tous les comportements et toutes les actions vers un même but, un même objectif, un même projet d'entreprise. Donc, comme si la culture d'entreprise est un catalyseur, c'est une matière qui permet de consolider, qui permet de renforcer les liens entre les membres d'une même organisation. Alors, il y a lieu quand même de citer un grand spécialiste du management culturel ou bien du management interculturel, qui est le chercheur et le grand spécialiste néerlandais qui est Hofstede, et qui a mis en évidence 5 dimensions culturelles. Son travail a été basé sur une grande enquête d'envergure qui a été lancée dans le groupe, disons, le grand groupe informatique. Et donc, à travers cette enquête, il a voulu montrer l'impact de ces variables culturelles ou bien de ces dimensions culturelles sur les pratiques managériales. Et du coup, il a distingué 5 dimensions. Alors, la première dimension, c'est la distance hiérarchique. Alors, la distance hiérarchique, ça veut dire que est-ce qu'il y a en fait une inégalité de répartition de pouvoir au niveau d'une société ou bien au niveau d'une organisation. C'est-à-dire dans quelle mesure les membres d'une organisation acceptent une répartition inégale du pouvoir au niveau de l'organisation. Les études peuvent montrer que, par exemple, que dans les sociétés généralement développées, généralement la distance hiérarchique elle est très faible. Mais dans les pays généralement en voie de développement, ou bien dans les PME, on voit que cette distance hiérarchique elle est longue. Et donc, du coup, on trouve par exemple des structures avec plusieurs lignes hiérarchiques, il y a une certaine bureaucratie, il y a une certaine lenteur au niveau de la prise de décision. Et donc, ça touche finalement le facteur humain. L'individualisme ou bien le collectivisme, ça, il relève en fait de la question, disons, de la relation avec les... Est-ce qu'il est lâche ou proche? Est-ce que les gens, ils ont l'habitude de travailler en groupe? Est-ce que les groupes sont solidaires? Est-ce qu'on préfère l'individu ou bien le groupe? Et ça, c'est une question qui est très importante, par exemple. Au niveau de la motivation, au niveau de la rémunération, est-ce que pour les sociétés collectivistes, par exemple, on donne plus d'importance au groupe qu'aux individus? Et donc, s'il y a une performance, on parle de la performance du groupe et non pas de l'individu. Mais dans les sociétés individualistes, généralement, la plupart des pays développés sont des sociétés individualistes. Généralement, on privilégie bien sûr la performance individuelle et donc il n'y a pas lieu, disons, de distinguer entre les deux. Donc, sûrement, le collectivisme, il va influencer les pratiques, en fait, je ne sais pas, les pratiques de la GRH. Par exemple, si un membre d'un groupe de travail il a été licencié ou bien il a été sanctionné, ça peut créer, par exemple, un sentiment de deuil chez les autres membres. Et du coup, ça va impacter le rendement et la productivité au milieu du travail. Il y a la question de la masculinité-féminité qui signifie que est-ce que les rôles émotifs selon le sexe, est-ce qu'ils sont semblables ou bien différenciés? C'est-à-dire, généralement, dans les sociétés, bien sûr, féminines, entre parenthèses,
ce sont des sociétés où les rôles sont presque les mêmes. Que ce soit la femme ou bien l'homme, les comportements sont les mêmes, généralement sont basés sur la concertation, sur le dialogue, etc. Dans les sociétés masculines, les rôles sont différenciés. Il y a ceux qui ont un comportement basé sur la compétitivité, la rivalité, peut-être l'agressivité. Je ne traite pas ici la question la marginalisation de la femme au niveau de la société, mais on voit ça au niveau des entreprises. Est-ce que, par exemple, pour le même rendement, on trouve des salaires qui sont différents? Par exemple, peu de femmes accèdent à des postes de haute direction, etc. Mais je crois que ça, c'est lié à la question des mentalités, de la culture. Mais je crois au Maroc, cette mentalité qui privilégie, bien sûr, l'homme par rapport à la femme, je crois qu'il est en cours de disparition. Au moins dans les grandes entreprises, mais je crois c'est lié à la structure en fait de la société. Et je crois que la société marocaine, elle est en pleine mutation et transition. Et de plus en plus, je crois que la femme, il accède à des postes de haute responsabilité et il assume et il montre, disons, le sens de sérieux, disons, et de productivité et de responsabilité. Il y a aussi l'orientation vers le long ou le court terme. Cette question, il est liée à la démarche de planification. Est-ce que dans une société quelconque, est-ce que on a l'habitude de planifier pour l'avenir? Est-ce qu'on pense à demain? Est-ce qu'il y a des plans stratégiques? Est-ce qu'il y a en fait une anticipation? Est-ce qu'il y a une orientation vers le long terme? Ou bien c'est une société, par exemple, qui vit au jour le jour et qui mène comme si en management, par exemple, des organisations, on parle du management opérationnel et du management stratégique. Donc la plupart des PME, ils gèrent leur activité au jour le jour, c'est juste des décisions de routine, c'est juste le management opérationnel qui fonctionne, mais il n'y a pas vraiment des analyses, il n'y a pas vraiment des plans sur le long terme. Dans les sociétés orientées vers le long terme, généralement, il y a une planification, il y a une préparation de l'avenir, etc., etc. Donc, ça impacte les autres. Si la société elle est orientée vers le long terme, sûrement, on se retrouve avec des organisations et des entreprises qui font une planification stratégique ou bien du moins une planification à long terme. Et dans les sociétés, bien sûr, qui sont orientées vers le court terme, alors l'idée de planification, l'idée de préparation de l'avenir, elle n'est pas vraiment courante. Et bon, juste peut-être certaines PME qui sont gérées par des jeunes, par des dirigeants qui sont en fait sensibles à la question du management. Pour le contrôle de l'incertitude, il peut être élevé comme il peut être fort. S'il est fort, ça veut dire qu'il y a un degré de formalisation qui est élevé, il y a des procédures, il y a des mécanismes, il y a des règles, il y a des normes. Dans les sociétés où le contrôle de l'incertitude est faible, ça veut dire qu'il y a lieu de parler de la flexibilité, etc. Ça, on a besoin de ça au niveau de la GRH. Parce que la GRH, de plus en plus, on a besoin de la flexibilité, on a besoin de l'adaptation, on a besoin de l'agilité, chose qui est, bien sûr, qui peut contribuer à la performance des organisations. Alors donc, selon l'auteur, selon Hofstede, ces dimensions culturelles, ils vont influencer la façon, la manière de percevoir l'espace. Ça, c'est un élément qui est très important. Le temps, est-ce que le temps, il est variable ou bien le temps, il est limité? Les relations interpersonnelles, parce que c'est un élément qui est très important. Comment elles sont? Quelle est la qualité des relations interpersonnelles? Donc, par exemple, la question de féminité, masculinité, la question de la distance hiérarchique, la question est-ce qu'on privilégie l'homme ou bien l'individu ou bien le groupe, ce sont des considérations qui sont très importantes et qui sont influencées par la question de la culture d'entreprise. Alors, il y a une autre approche, c'est ce qu'on appelle l'approche systémique. Et je crois que c'est une approche qui tire ses origines des années 30 avec les travaux réalisés par Bertalanffy dans le domaine de la biologie. Alors, Bertalanffy, il a
découvert, ou bien il a présenté sa théorie de la théorie générale des systèmes vers les années 30 du XXe siècle, dans laquelle il veut dire que l'approche systémique, c'est une démarche qui vient pour réfuter l'approche cartésienne, en disant qu'il ne s'agit pas de décomposer un problème global en sous-problèmes, et il suffit de s'attaquer au sous-problème pour que le problème global soit résolu. L'approche systémique veut dire que, par exemple, une réalité, c'est un système composé par des sous-systèmes, et chaque sous-système, il est composé par des sous-sous-systèmes jusqu'à ce qu'on atteigne l'élément qu'on ne peut pas diviser. Et le plus important, c'est l'élément et les interactions entre l'élément. Voilà. Ça, c'est... Et il y a des principes qui sont très importants pour l'approche systémique, comme l'entropie, comme l'homéostasie, comme la question de l'équilibre, comme l'équifinalité, sont des caractéristiques qui est présente. Et par exemple, l'entreprise ou bien l'organisation comme système, c'est un système finalisé qui cherche à réaliser des objectifs, qui est ouvert sur son environnement, il importe de l'énergie, il exporte des produits, il exporte par exemple des services, la formation du personnel. Et c'est un système en fait où il y a une interaction entre les sous-systèmes, le sous-système par exemple de finalisation, de pilotage, support, ou bien sous forme de fonction, la fonction de production, il a interagi avec la sous-fonction par exemple marketing, et finalement c'est cette interaction qui est l'élément le plus important. Alors, du point de vue donc systémique, je crois que le passage même de la gestion du personnel aux relations humaines, il a été impacté par cette approche systémique, puisqu'on considère la GRH comme une fonction qui interagit avec les autres fonctions, et peut-être qu'il représente le cœur même de l'organisation, parce qu'il est fait d'hommes et de femmes qui décident de collaborer ensemble en vue d'une action finalisée et organisée. Donc, selon cette perspective, la ressource humaine est considérée comme un sous-système en interaction dynamique avec les autres ressources financières, physiques, informationnelles, relationnelles, etc. Donc, cette ressource, malgré ses coûts de main-d'œuvre, si on veut utiliser l'approche technique, elle devient un actif pour l'organisation plutôt qu'une seule dépense. Donc, ici, c'est une ressource qui intéresse, ce n'est pas seulement une dépense ou bien un coût qu'il s'agit de gérer et de minimiser. Donc, et bien sûr, si on veut appliquer l'approche systémique, l'objectif en tant que sous-système, c'est améliorer la productivité. D'une part, ça c'est économique, et améliorer la satisfaction, ça c'est humain, ça c'est social. Et à la fin, on peut dire qu'il faut assurer le contrôle à travers l'évaluation des résultats du personnel. C'est-à-dire que ce sont des systèmes qui sont autocontrôlés et qui sont bien sûr des systèmes qui est toujours défini avec des principes, par exemple, de la totalité, et que ce qui est important, c'est le résultat, et que la somme, le tout, le résultat du tout, il est différent de la somme des éléments. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de la totalité dans le cadre de l'approche systémique. La cinquième approche, et la dernière, alors vers les années 90, alors on tend vers une approche stratégique des ressources humaines. Donc ici, l'idée, il est simple. Donc il s'agit de créer un lien plus organique entre la stratégie de l'entreprise et son impact sur la mission, les objectifs et l'ensemble des programmes de la GRH. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait une séparation entre la définition des choix stratégiques de l'entreprise et la concrétisation, bien sûr, de ces choix sur le terrain à travers, par exemple, des plans de ressources humaines ou autres. Donc ici, l'approche stratégique veut dire que la GRH, il est devenue une fonction importante, stratégique, et que au niveau des plans stratégiques, il faut définir les priorités par rapport aux objectifs de la fonction ressources humaines. Donc, par exemple, il s'agit d'analyser le contexte interne et externe des organisations. Par exemple, ça c'est ce qu'on appelle le diagnostic interne et externe dans le langage du management stratégique. Et donc, l'essentiel, il faut savoir saisir les opportunités sur tous les plans pour pouvoir faire de la ressource humaine un pilier de performance et de compétitivité. L'approche globale ou approche managériale, c'est la dernière approche.
c'est une approche qui veut dire finalement que la gestion des ressources humaines, c'est tout ce qu'on a vu auparavant. Ça veut dire, c'est une approche technique, c'est une approche sociale, c'est une approche sociologique, c'est une approche stratégique. Donc il s'agit de proposer une approche synthétique et moderne, managérielle, dans le sens où le plus important, c'est pas le côté technique, mais c'est le côté humain, c'est le côté organisationnel. C'est ça ce qu'on appelle approche moderne. Tout ce qui est moderne veut dire que l'homme occupe la première place et que l'homme, c'est un potentiel d'intelligence qu'il faut mobiliser et qu'il faut impliquer et que les gens doivent contribuer à la participation et à la prise de décision au niveau d'une organisation. Et cette approche, en fait, on peut concilier cette approche à travers trois, dimensions. La première dimension, c'est le fait de dire que les ressources humaines représentent une ressource stratégique. Donc, cette entreprise, c'est une combinaison de ressources, comme on l'a déjà avancé. Il y a la technologie, le réseau de distribution, les marques, les brevets, etc. Mais dans certains peuvent lui conférer un avantage concurrentiel face à ses concurrents. Ça veut dire que parmi, bien sûr, ces ressources, il y a certaines ressources qui sont beaucoup plus stratégiques que les autres. Et parmi ces ressources qui sont plus stratégiques que les autres, on trouve la composante humaine. Donc, la composante humaine, elle est une ressource stratégique par excellence. Et il permet à l'entreprise de maîtriser un avantage concurrentiel, compétitif et durable face à la concurrence. Parce que cette compétence, non seulement il va améliorer la satisfaction, bien sûr, des clients externes, mais aussi il va permettre à l'entreprise d'asseoir sa stratégie sur un avantage durable. Et donc, parce qu'on le sait, sans avantage concurrentiel durable, il n'y a pas de stratégie, et la stratégie, elle risque de ne pas, bien sûr, réussir. Et donc, deuxième dimension, à part le fait de considérer l'homme ou bien la composante humaine comme un capital qui doit être durable, il y a aussi l'approche coût qu'il ne faut pas oublier. Oui, on veut satisfaire les clients internes, que sont les membres de l'organisation. On veut, faire attention à eux. On veut améliorer les conditions de travail. On veut bien les rémunérer. Mais cela doit être réalisé en prenant en considération les contraintes. Et donc, parmi les contraintes, il y a la contrainte coût. Donc, atteindre des performances sociales ne doit pas se faire au détriment, bien sûr, du coût, parce que sans la réalisation d'un coût optimal au niveau de cette composante, on ne peut pas garantir la performance financière souhaitée et attendue par les actionnaires qui sont les propriétaires de cette entreprise. Donc, par exemple, l'ensemble des rémunérations versées constitue la masse salariée de l'entreprise et représente un coût, en fait, opérationnel. Donc, le fait que les ressources humaines représentent un coût opérationnel conduit les entreprises à mettre en œuvre des pratiques de GRH qui flexibilisent et réduisent les coûts salariaux. Alors, on a vu récemment, le monde a été touché par plusieurs crises, depuis la crise asiatique, en passant par la crise financière internationale, en passant par les crises dues au printemps arabe, aujourd'hui avec la Covid-19. Et donc, les entreprises, pour pouvoir continuer à exister, continuer à réaliser leur marche, ils doivent aller vers le sens de l'adaptation et dans le sens de flexibiliser un peu cette fonction. Par exemple, on peut faire recours à des contrats de travail précaires comme les contrats à durée déterminée, le contrat à temps partiel, les contrats de travail d'intérim. Des fois même, on peut aller au plan social, des fois on peut faire des licenciements économiques. Donc l'essentiel, et il s'agit en fait de jouer sur cette flexibilité, sur cette agilité pour pouvoir toujours maintenir le niveau des coûts à un niveau qui permet à l'entreprise de continuer et non pas déposer son bilan. Alors, troisième dimension, toujours de cette approche moderne. Par moderne, j'entends juste, c'est une approche synthétique. On ne peut pas dire que je m'en fous, par exemple, du coût, parce que l'entreprise cherche en même temps, disons, à baisser les coûts, à avoir des marges. Oui, on doit concilier l'économique et le social. L'un ne va pas sans l'autre.
impossible de répondre aux objectifs sociaux sans répondre aux objectifs économiques et vice-versa. Donc, cette ressource représente un risque opérationnel. Et donc, la mobilisation des ressources représente également un risque pour l'activité même de l'entreprise. Par ses actions, un salarié, par exemple, à titre individuel ou collectif, peut volontairement ou involontairement remettre en cause l'activité de l'entreprise. Et c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Certains secteurs, par exemple, d'activité sont sensibles aux risques opérationnels que représentent, par exemple, les ressources humaines. Je ne sais pas, je peux vous donner des exemples. Ces risques opérationnels peuvent se matérialiser de différentes, par exemple, manières. Le risque de perdre un homme clé, c'est-à-dire un salarié stratégique qui détient, qui peut être une compétence unique, rare. Le risque d'erreur humaine, et ça c'est courant dans les entreprises, qui peut entraîner des dommages pour l'entreprise. Il y a le risque de malversation. La malversation, c'est une erreur stratégique commise par des ouvriers et qui peut remettre en cause la réputation même de l'entreprise ou bien sa performance. Il y a le risque de conflit social, lorsqu'on a par exemple des conduites collectives qui peuvent aller vers des conflits par exemple et qui peuvent empêcher l'entreprise à réaliser ses objectifs d'une façon globale. Bon, pour terminer, donc, on peut dire qu'il y a lieu de chercher un équilibre entre les trois dimensions. Alors, le management des ressources humaines donc, suppose une prise en compte équilibrée et simultanée de ces trois dimensions des ressources humaines. C'est-à-dire les trois, ils doivent être réalisés en même temps pour que la satisfaction soit totale. La satisfaction des clients internes, les ouvriers, des clients externes, les clients, et bien sûr les propriétaires de l'entreprise que sont les shareholders ou bien les actionnaires. Donc il convient de mettre en place un système de pratique GRH qui constitue un équilibre pour gérer de manière optimale ces trois dimensions. Voilà, donc c'est un schéma juste pour vous montrer un peu une trilogie, par exemple, ce triptyque qui montre un peu la question de l'importance des ressources humaines comme ressources stratégiques et qu'il faut en même temps maîtriser les coûts, bien sûr, de la masse salariale, tout en prenant en considération les risques opérationnels. Voilà, notre séance touche à sa fin. Je vous remercie pour votre, disons, attention et je vous souhaite bon courage et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la séquence prochaine. Merci.